Bonjour Julie, bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Morgane, bonjour à tous. Pour cet épisode, on revient avec un épisode 100% film de mec et surtout 100% film anglo-saxon à quelques jours des Oscars. C'est le calendrier qui veut ça. Et d'ailleurs, avant que la cérémonie n'arrive, Morgane, est-ce que tu as des pronostics en particulier ou ne serait-ce que des préférences, toi, pour les Oscars ? Ouais, alors pronostic, je pense qu'on va avoir le droit à un raz-de-marée Everything Everywhere All at Once. Je pense que tout le monde est quasiment sûr de ça. Oui, j'en suis convaincu aussi. Ouais, sinon en termes de volonté, de plaisir, de désir, je voudrais que ce soit The Fabelmans évidemment qui gagne le prix du meilleur film et Spielberg pour la meilleure réal. Au niveau des acteurs, je pense que au niveau des acteurs, Austin Butler était très bon à Elvis aussi, puis on va en parler, mais Brendan Fraser nous a plu. Je pense que tu es d'accord. Oui, pour Fraser, moi j'aimerais vraiment qu'il remporte l'Oscar du meilleur acteur pour The Whale d'Aronofsky. Effectivement, on va en parler plus longuement, mais il le mérite. Ouais. Et toi, favori pour le meilleur film, enfin, ça aurait été qui ? Ouais, The Fabelmans, je te rejoins. Enfin, je fais pas très original, mais alors je fais pas du tout partie des détracteurs de Everything, Everywhere All at Once. Enfin, on en avait parlé plutôt en bien. C'était d'ailleurs, je crois, le tout premier épisode d'Arrêt Caméra. Exactement. Si je me rappelle bien. Donc voilà. Après, c'est pas un film malhonnête, je trouve, mais enfin pour moi, le vrai bon film de la sélection, encore une fois, c'est The Fabelmans de Spielberg. Ou Tar, parce que je sais que t'aimes beaucoup Tar. Oui, ou Tar, mais Tar, j'y crois pas trop, ça reste niche élitiste, donc voilà. Enfin, après, moi, tu me demandes, oui, Cate Blanchett, meilleure actrice, même si elle en a déjà eu 2, il me semble, d'Oscar ouais, auparavant. Alors, je crois qu'il y a second rôle Oui. et premier, enfin, rôle principal. Et Tar en meilleur film, mais bon, The Fabelmans quand même, disons, pour mettre tout le monde d'accord. Ouais, moi, en meilleure actrice, j'espère que ce sera Michelle Yeoh. Mais je pense que ça va être elle, mais j'aime beaucoup Michelle Yeoh. Quasi sûr. Et voilà, sinon après, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait d'autres meilleurs second rôles. Je pense que ça va être l'acteur de Everything Everywhere All at Once. C'est sûrement l'actrice aussi qui joue la fille. Alors j'ai pas les noms, je suis désolé, mais ils étaient très bons dans le film. Donc ouais, je serais pas contre cette idée-là. Non, mais ça va être une radia, c'est certain, quoi. Et meilleur film étranger, s'il vous plaît, pas sans filtre. Oh mon Dieu, si c'est sans filtre, Oslund, je pense, ce sera plus le melon, ce sera la pastèque. Ah, c'est ça. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Au moins que tu avais envie de parler d'autres films que tu aimerais bien voir primés. Mais... Non, mais toujours sur le sujet des films d'ailleurs. Enfin, de toute façon, c'est le principe de ce podcast. On s'est un peu creusé la tête sur le débat dont on voulait parler. Et justement, là, quand on voit, The Fabelmans, c'est quoi ? C'est 2 heures, à peu près, un peu plus de 2 heures. Non, 2h30. 2h30, tu vois. Everything, Everywhere, All at Once, pareil, c'était bien plus de 2 heures. 2h20, je crois. 2h20. Bref, je crois que les gens qui nous suivent sur Twitter nous voient venir. Est-ce que les films sont trop longs ou pas ? S'il y a une impression qui est récurrente devant les films récents, c'est qu'ils durent toujours au minimum 2 heures. Chaque année, de plus en plus, la durée des films est décriée, et pour beaucoup, cela devient même un argument pour ne plus se déplacer à cause du temps réservé pour aller voir ces films. Pourtant, quand on regarde les entrées en salle, le plus gros succès de ces derniers mois, vous me voyez venir, et toi Morgane en premier, Avatar 2, ça dure combien ? Ça dure 3h12, c'est ça ? Ouais, au moins, j'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est 3h10, 3h15. En tout cas, c'est plus de 3 heures. Babylone de Chazelle, qui a pas trop mal marché en France, c'est 3h09. Ah, tu peux dire, il a bien marché, même 1,5 million d'entrées. C'est pas si mal. Et ça reste des gros machins, quoi. Et personne ne se plaint non plus de binge-watcher des séries.
Qu'est-ce qui se passe pour que la durée des films revienne sans arrêt sur le tapis? Est-ce que les films sont vraiment plus longs qu'avant? Et surtout, pourquoi ça pose problème par rapport à des séries, par exemple? Enfin voilà, je voulais adresser toutes ces questions avec toi, Morgane, auprès des gens, parce qu'il me semble qu'il y a des choses à creuser là-dessus. Ouais, je pense, Julie, que c'est le bon moment pour en parler, notamment parce qu'il y a les Oscars qui vont arriver ce soir. Enfin, cette nuit pour les Européens. Si on regarde la liste des 10 films concourants pour l'Oscar du meilleur film, on a seulement 2 films sous la barre des 2 heures. C'est Woman Talking qui dure 1h44, qui est le plus court. Qui est à l'heure actuelle en salle, Ça, ouais, d'ailleurs. sorti mercredi dernier, le film de Sarah Polley. Et 1h54 pour les Banshees d'Inisherin de Martin McDonagh. Et ensuite, on a 5 films qui sont, pour le coup, au-dessus des 2h30. Donc, il y a Avatar 2, comme tu l'as dit, The Fabelmans, comme on l'a dit juste avant le sujet, Sans filtre et Whips, qui concourt aussi auprès du meilleur film et du meilleur film étranger, Tar et Elvis. Pourquoi se concentrer sur ces films, vous me direz, c'est qu'ils sont parmi les films les plus exposés, et de ce fait, ils agissent d'une certaine manière sur l'inconscient collectif, en donnant l'impression que, oui, effectivement, les films sont de plus en plus longs. À Cannes, c'était pareil, en 2022, la moitié des films en compétition dépassaient les 2 heures. Et peut-être le plus éloquent, les blockbusters qui ne descendent jamais sous la barre symbolique des 2 heures, comme s'il fallait en donner pour son argent au spectateur et justifier son déplacement en salle. On a l'impression d'ailleurs d'appuyer le côté événementiel de ces films en faisant des films très longs. Donc en dehors d'Avatar 2, Babylone ou Elvis, il y a eu aussi Wakanda Forever qui durait 2h41. Qu'est-ce que c'était long, ça? Ouais, durée ressentie beaucoup plus longue. Top Gun Maverick qui faisait 2h11, on va dire que c'est presque pas beaucoup quoi, par rapport aux autres. Modeste. Jurassic World, le monde d'après, 2h27. The Batman, dont on se souvient de Matt Reeves, qui faisait quasiment 3 heures, 2h55. Et prochainement, il y a John Wick 4 qui sort dans une semaine ou deux, qui fait 2h49. Et Guardians de la Galaxie 3, dont ils ont annoncé la durée il y a peu, c'est 2h26. Ou encore Shazam, qui sort à la fin du mois, qui fera, allez, lui, bon élève, 2h10. Il y a plusieurs choses qui se mélangent là-dedans, mais déjà, il y en a une qu'il faut balayer d'un revers de main. Les films plus longs aujourd'hui qu'avant, ça dépend ce qu'on entend par avant aussi. Mais enfin, si j'en crois un article du Monde sur lequel je me suis basée, entre autres, pour ce débat, donc c'est un article apparu dans la section des décodeurs début décembre 2022, apparemment, contrairement à ce qu'on croit, non, les films ne sont pas plus longs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant. Alors, qui a vu des très vieux films, c'est bien qu'au début du cinéma, disons, allez au hasard, les années 1910, j'entends, pas 2010, c'était bien sûr plus court. Pour les films muets qui ont suivi aussi, c'était des films relativement courts. Mais par exemple, on va rentrer... Oui. Bon, juste pour rappeler quand même, Intolérance de Griffith, c'est au moins 3h15. Hein. Ah oui, alors si on y va par les références cinéphiles sur les films muets, tout le monde, Morgane n'est pas capable de te concurrencer, mais enfin, ça reste quand même une référence sur un océan de films muets qui ne durent pas 3 heures. Non, mais en fait, oui, ça dépendait, mais surtout les premiers films, on va dire, il y avait beaucoup de courts-métrages, il y avait des films plus courts, oui, mais et c'est vrai qu'après, vers la fin des années 10, début des années 20, c'est vrai que les films ont commencé à être longs. Il y a eu aussi Les Nibelungen de Fritz Lang, qui est en 2 parties d'ailleurs, et qui sont très longs, donc ouais, voilà, ça dépend, mais c'est vrai que au début du muet, et en tout cas au début de l'industrie, aux années 10 et tout, les films n'étaient pas forcément aussi longs. Non, il était même quasiment pas. Mais disons, là, je vais appuyer sur la pédale d'accélération parce qu'on va pas faire années 10, 20, 30. On va passer aux années 70-80. Le Parrain, quasi 3 heures. Apocalypse Now, pareil. Enfin, je prends les exemples qui sont donnés dans l'article. Mais tout ça pour dire qu'on est, pour la longueur, plus dans une affaire de ressenti que de faits objectifs. Donc la question sous-jacente à ça, c'est pourquoi aujourd'hui il y a ce ressenti de films trop longs? Est-ce que aussi on est moins capable de rester concentré devant des films longs? Est-ce que tout simplement, enfin il faut l'adresser cette question, est-ce que tout simplement aujourd'hui le ressenti de films longs est plus fort parce que peut-être que les films sont plus nuls qu'avant? Du coup, on en sent plus la longueur. Je sais pas. Est-ce qu'aussi, tout simplement, on a moins de temps disponible pour regarder des longs films? C'est possible, ça, par rapport au temps de travail, etc. Enfin, pour le temps disponible, de mon côté, j'y crois pas une seule seconde. Parce que, juste, si on parle de la question du temps, enfin, si on a 10 heures pour binge-watcher la saison d'une série quelconque, on en a bien 3 heures pour regarder un film. Il faut être honnête là-dessus.
Ouais, en même temps, Julie, je pense que c'est clairement la raison principale de la fronde des spectateurs au sujet de la durée des films. Les gens, ils veulent bien passer 10 heures devant une série parce qu'ils font ça chez eux, ils peuvent mettre sur pause à n'importe quel moment, ils peuvent commander une pizza, parler haut et fort avec un ami ou un conjoint, ou encore regarder la série d'un seul œil et être en même temps sur son téléphone portable. Je pense que c'est vraiment une histoire de sollicitation et de concentration. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu es en train de dire, Morgane, c'est que les gens, ils sont OK pour on va dire, des productions filmées longues à partir du moment où ils ne peuvent pas faire que ça. Ouais, où ils sont pas obligés, justement, tu vois où je veux en venir, d'être enfermés 2h30 ou 3 heures en salle, ou en fait, quand t'es en salle, tu peux pas faire ce que tu veux, t'es pas chez toi. Donc t'es obligé de te retrouver face au film sans échappatoire. Et il y a aussi un argument qualitatif, t'as bien fait d'en parler, c'est surtout concernant les productions hollywoodiennes. Je pense que les gens, ils redoutent d'avance de passer maintenant 3 heures devant un Marvel ou un DC Comics. Justement parce que la plupart de ces productions ont déçu le public, et que devoir se farcir un nouvel interminable épisode qui ne justifie jamais sa durée abusive, ça exaspère d'avance les spectateurs. Au passage, Morgan, on le voit sur les productions récentes Marvel qui font de moins en moins d'entrées, et c'est peut-être en partie à cause de ça. Ouais, mais c'est ça, ouais. Je pense que c'est lié. Bon, après, Ant-Man, c'est un peu différent, parce que le film vient de sortir, et il fait pas un très bon score, il dure que 2 heures, mais voilà, c'est Ant-Man, c'est pas super-héros qui a toujours plu aux spectateurs. Donc il y a ça qui joue, mais c'est vrai que le Black Panther Wakanda Forever, il a fait un carton la première semaine, la deuxième semaine ça a été divisé par deux, ensuite divisé par deux. Je pense que l'idée des 2h40 du film, c'était forcément un frein, quoi. Et le ras-le-bol, il s'est déplacé des films de super-héros à la production hollywoodienne globale, voire même au cinéma d'auteur, ce qui ne fait qu'on ne supporte plus l'idée, ou du moins on le manifeste, d'aller voir des films qui dépassent les 2 heures. Bon, parce que les gens vont quand même aller voir les films. Bien sûr. Après, ce sera pour une autre fois qu'on discutera de ça, mais le problème d'attention, pour le coup, toi et moi, on le constate systématiquement. Tu sens effectivement qu'il y a une frustration chez beaucoup de spectateurs au cinéma, parce qu'en fait, ils sont pas censés sortir leur téléphone devant le film, mais ils le font quand même. Et de plus en plus. Je sais pas si c'est le Covid, la fin du Covid, j'en sais rien, mais en dehors de voir des films, qui est le principal critère pour aller au cinéma, j'avoue, de mon côté, je le fais aussi, en fait, pour lâcher mon téléphone et ne penser à rien d'autre qu'à ce que je vois à l'écran. C'est vrai qu'on a vu aussi des gens dire que ils allaient au cinéma pour justement ne pas être tentés d'aller sur son téléphone quand tu es en train de regarder un film chez toi. C'est vrai qu'il y a des gens, ils y vont pour ça aussi. Bien sûr, je veux dire, la salle, sans parler avec des grands mots d'expérience de la salle, ça reste quand même un moment à part. J'ai pas envie de le casser ou de le malmener, et encore une fois, de sortir mon téléphone et d'embêter tout le monde. Concernant Marvel, DC Comics, bon, pour cette catégorie de films qui durent 3 heures, tu connais ma théorie, Morgane, j'en ai parlé plusieurs fois pendant un Récaméra. Moi, je reste convaincue, et là aussi, on l'a dit en filigrane, que ces films, ils sont longs pour donner la sensation à la personne qui paie qu'elle en a pour son argent. D'autant plus que ces films-là, les Marvel, DC Comics et compagnie, ce sont des films qui squattent à la fois des salles de cinéma classiques, on va dire des multiplex lambda, mais aussi des salles où la place elle coûte plus cher, parce que ce sont des films qui vont être projetés en IMAX, en 3D, en 4DX ou que sais-je, et ces dispositifs-là, ils font vite grimper l'addition, d'autant plus si on y va en famille, à cause des suppléments qu'ils impliquent pour voir le film, quoi. Oui, c'est ça. Je vais cependant ajouter quelques arguments en faveur de ceux qui se plaignent de la durée des films. Le premier, il tient en une phrase. Beaucoup de films qui durent 2 ou 3 heures, je trouve, sont trop longs et pas d'assez bonne qualité pour que cette durée soit justifiée en soi. Le second, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier que la France a vu son nombre de salles de cinéma réduire de plus en plus. Si avant, on voyait aussi des films longs, la salle, elle était plus proche. Je vais dire n'importe quoi, mais imaginons, il y a 30-40 ans, on allait voir un film long, on regarde la salle, elle est peut-être à un quart d'heure à pied. Aujourd'hui, sauf si on habite à Paris, en province, on n'a pas forcément la chance d'avoir une salle à côté. Parfois, ça met 1 heure en voiture pour y aller. Je comprends qu'on y regarde à 2 fois avant de se déplacer pour aller voir un film de 2-3 heures. Et même à Paris, il y a les gens qui habitent en
banlieue, il y a des cinémas de ville qui ne peuvent pas forcément passer des films qui, eux, par contre, sont visibles qu'à Paris, et du coup, il faut se déplacer. Enfin, et même à Paris, il y a des quartiers où il n'y a pas de cinéma. Donc, Bien sûr, tout ça pour dire que, sans dire que la longueur des films est différente d'il y a 40 à 50 ans, je pense qu'aujourd'hui, voir un film tout aussi long, donc on va dire 2h30, 3h, voire même 2h et quelques, est devenu plus contraignant et pas que pour des motifs de concentration. je pense qu'en fait, c'est surtout le rapport au temps Oui, c'est ça. qui a changé chez les gens, en fait. Maintenant, le temps, c'est vraiment précieux. Exactement. D'où le fait que les gens, ils se font commander des choses. Enfin, voilà, tu Oui, vois ce que... et c'est normal de pas vouloir de pas vouloir faire 2 heures de transport pour voir un film hyper long et de préférer voir au hasard 3 épisodes d'une série chez soi. Mais on n'a pas perdu 2 heures de temps dans les transports parce que les transports, on les prend pour aller au boulot. Donc, vouloir voir un film en faisant énormément de transport, forcément que à un niveau cérébral, c'est pas connoté positivement, c'est normal. Et puis, bon, souvent, les gens, enfin, si on parle en semaine, les gens, ils sortent du travail. Oui, ils sont claqués. Ça demande aussi un investissement en termes d'énergie, tu vois. Bien sûr, d'énergie physique, mentale. Alors que là, t'arrives chez toi, t'allumes ta télé, tu vas regarder une série, et en même temps, tu peux te dire, bon, en plus, si je veux, je peux parler à mon pote en même temps, que j'ai pas eu le temps de parler avec lui dans la journée. Enfin, voilà, c'est vrai que de façon globale, Morgane, on est tous dans des logiques, qu'on le veuille ou non, de plus en plus, je trouve, là, 2023, d'optimisation de son temps. Et le fait d'aller au cinéma voir un film de 2h30, 3h, et encore une fois, d'être dans les transports et d'être au cinéma, mais de ne pas pouvoir sortir son téléphone et de ne pas parler aux uns et aux autres, etc., on a... Quand bien même on passe un bon moment devant le film, je peux comprendre qu'on ait une sensation de perdre son temps. Et je dis ça, je dis pas que c'est bien. Au contraire, enfin, je veux dire, encore une fois, j'estime qu'on devrait être capable individuellement de passer son temps à faire quelque chose en étant concentré et sans faire plusieurs choses à la fois. Mais encore une fois, l'époque veut ça, donc c'est pas évident. Et du coup, c'est de moins en moins évident de voir des films longs pour ce motif-là, quoi. Puis pour faire pour raccorder à notre tout premier épisode ou notre deuxième, je crois, où on parlait de la critique de cinéma, où on disait justement que maintenant les textes de journaux, enfin de journaux sur Internet, mettaient en avant la lecture, la durée de la lecture, c'est 5 minutes, 10 minutes. Donc oui, effectivement, il y a besoin d'optimiser le temps des gens. C'est ça, tout est, on va dire, j'irais même plus loin qu'optimiser, je dirais suroptimiser pour nous donner la sensation que notre temps est bien employé. Et encore, là, pareil, je ne vais pas critiquer, c'est normal qu'il y en ait, mais les publicités au cinéma, pour un film qui dure 3 heures, il y a 20 minutes de pub. Et là, pareil, je comprends qu'on ait le sentiment de perdre son temps quand, par exemple, au hasard, sur un Netflix ou un Amazon, on va sortir sa série, on ne va pas avoir 20 minutes de pub. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est grave qu'il y ait des publicités. Il faut bien qu'il y ait des publicités aussi pour rémunérer, rentabiliser le cinéma, pour aider les exploitants. Mais il n'empêche que dans les faits, je peux comprendre que les spectateurs ne soient pas contents parce que chez eux, ils n'ont pas les pubs, tandis qu'ils vont au cinéma, ils ont les pubs. Ah, mais c'est vrai que c'est un argument plus avancé par les gens qui sont contre, qui trouvent que les films sont trop longs, qui sont contre le cinéma aussi, qui préfèrent ce que leur propose Netflix. Et encore une fois, on dit ça alors que paradoxalement, les films qui font le plus d'entrées, ce sont parmi les films les plus longs de l'année. Et justement, parce qu'on le disait, il y a un côté un peu événementiel et voilà, c'est le côté je vais aller voir le spectacle. Et du coup, on y va. Alors, juste par rapport à cette longueur de film, moi, il y a aussi une chose que j'aimerais voir au cinéma, c'est des entr'actes. Ah oui. Enfin, alors, il y en a qui vont rigoler ou quoi. Pour moi, c'est pas... c'est très facile pour la plupart des gens peut-être d'être assis 3 heures devant un film. Je pense que ce serait pas idiot de prévoir des entr'actes de 10 minutes. Il y a des vieux films qui prévoient des entr'actes. Tiens, Morgane, récemment, on a regardé My Fair Lady avec Audrey Hepburn. Dans le film, il y a un moment entr'acte. Je savais pas du tout. Ah ouais, alors après, l'entracte, c'est plus, dans le film, c'est plus un truc un peu... ça fait écho à la comédie musicale qui a inspiré le film.
Donc ils ont mis une entracte. Mais il n'empêche qu'il y a une entracte. Oui, mais elle est peut-être presque pas assez longue, en vrai, elle dure 2 minutes. Bien sûr, mais ça reste... Mais je suis d'accord avec toi. Sur le principe, ça reste une entracte. Je vais prendre notre exemple, Les 7 samouraïs de Akira Kurosawa. De mémoire, il y a une entracte pour certaines versions, enfin pour la version longue, de 10 minutes, quelque chose comme ça, peut-être 5-10 minutes. Mais je suis pour restaurer l'entracte. Il existe des entractes à l'opéra, il existe des entractes au théâtre. Eh bien, pourquoi pas généraliser des entractes au cinéma? Quand le film dépasse une certaine durée, oui. Bien sûr. Donc en fait, Julie, si on résume ce qu'on vient de dire, il n'y a pas de tendance de rallongement de la durée des films. Il y a toujours eu des films longs, comme il y en a toujours eu des courts aussi. Au fond, ce n'est qu'une question de perception du public. Et en ce moment, le public fait une fixette dessus, car le cinéma, il est en crise. Le public a un certain désamour vis-à-vis du 7e art. Et comme pour le cas du manque de diversité du cinéma français qu'on avait abordé lors d'un précédent épisode d'Arrêt Caméra, c'est encore une fois une lecture biaisée du paysage cinématographique actuel. Et si on entend beaucoup ceux qui se plaignent de la durée des films, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi le camp de ceux pour qui c'est au contraire une plus-value. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, trop bien, le film il dure 3 heures ». Souvent, quand d'ailleurs il y a un film Marvel qui annonce sa durée et qu'il est assez long, tu vois les sites spécialisés fanzone, trucs de Marvel et tout, qui mettent « Ah, regardez, trop bien ». Et en dessous, tu regardes les commentaires, les gens « Ah, c'est trop bien, ça va durer 3 heures, ça va être une masterclass ». Oui, il y en a qui s'enthousiasment pour ça aussi. Bon, ils sont peut-être une minorité, mais elle existe. Ouais, mais bon, tu vois quand même que ça peut faire plaisir à certaines personnes aussi. Et donc, voilà, pour reprendre ce cher Olaf Diaz. Donc, cinéaste philippin. Philippin, ouais. Spécialiste des films de plus de 4 heures, parfois même de 5-6 heures. Il n'y a pas de film long ou court, il n'y a que du cinéma. Donc la durée dépend, c'est surtout une question de qualité des films. Et faites juste des bons films, en fait. Qu'ils soient longs ou courts, on s'en fiche. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Il est temps de passer à nos critiques de films, et on commence avec The Son de Florian Zeller. Deuxième long métrage de l'écrivain et dramaturge Florian Zeller, The Son fait suite à l'oscarisé The Father. Le français poursuit sa carrière à Hollywood et comme pour The Father, Florian adapte de nouveau une de ses pièces, Le Fils. Tu l'appelles Florian, toi ? C'est quoi son nom ? Je sais pas, moi je l'aurais appelé Florian Zeller ou Zeller, mais pas forcément par son prénom. ça m'a fait marrer, genre oui. Vous êtes potes. Oui, c'était pour faire une petite boutade. Ah pardon. Avec un casting encore une fois luxueux, composé cette fois de Hugh Jackman dans le rôle principal, Laura Dern, Rebecca Kirby et même Anthony Hopkins pour une scène. Peux-tu nous dire de quoi parle le film, Julie ? Alors avant, je crois que c'est Vanessa Kirby et pas Rebecca. Pourquoi j'ai dit Rebecca Kirby ? Je ne sais pas. Vanessa Kirby. Ça n'a aucun rapport avec Kirby en plus. Bon, Van à part. On adore, oui. On adore Kirby. Nicolas, donc, a 17 ans et il est tout le temps déprimé. Il veut quitter le foyer de sa mère Kate pour aller vivre chez son père Peter, qui s'est remarié et qui vient tout juste d'avoir un bébé avec Beth. La cohabitation semble bien se passer, mais le quotidien se délite vite entre eux trois et les parents de Nicolas ne savent plus comment l'aider. Je ne vais pas tourner autour du pot, Julie. Je n'avais pas aimé The Father à l'époque, comme tu le sais. Oui. Je n'avais pas été emballé par son côté théâtral surligné, quand même le film restait finalement très académique. Un film de performance d'acteur, comme on a l'habitude de voir chaque année aux Oscars. Tout cloisonnait autour de cette idée, justement. Malheureusement, The Son a les mêmes défauts à mes yeux que son prédécesseur, mais en pire. Car si The Father avait un côté horrifique assez saisissant, tout habité qu'il était par la performance de son acteur principal, Anthony Hopkins, ici le film est d'une mollesse insupportable, filmé dans un décor quasi unique d'appartement bourgeois, agencé comme un magasin Ikea. Alors, il est horrible l'appartement dans The Son. Enfin, moi, je n'en pouvais plus. Il est sombre et on se dit, mais qu'est-ce que les riches ont mauvais goût ? Enfin, non, mais c'est terrible. Ouais, et encore mauvais goût. Si. Enfin, c'est fade, en fait. C'est même pas du mauvais goût, quoi. Ah non, mais ça sent les fruits bio bas de gamme, Brooklyn, le béton. Enfin, on veut fuir de là, quoi. Ouais, mais quand tu sais que tu vas faire ton film qui dure 2 heures, qui se passe quasiment que dans ce décor, c'est un peu dur d'affliger ça à son spectateur. Oui, on dirait littéralement un appartement témoin. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, il y a une fenêtre et il y a un décor. Mais il y a une fenêtre ? Tu sais, dans le salon, il y a une grande fenêtre, je crois. Oui, mais c'est tout. Et en fait, je pense que c'est un faux décor d'ailleurs. Et de mémoire, pardon, j'insiste sur ce décor, Morgane, mais je me rappelle qu'on voit aussi une chambre. Et en fait, la fenêtre, on a l'impression on peut toucher le mur d'en face en tendant le bras. Et là encore, je me dis, mais c'est pas possible, ces gens-là ont les moyens. Ils peuvent pas avoir un vrai vis-à-vis. Tu me fais. Et si The Father tenait quand même debout grâce à son acteur principal, The Son, lui, il s'effondre à cause de son duo d'acteurs que je trouve plutôt mauvais.
Hugh Jackman n'a pas les épaules d'un tel rôle, mais il joue le père, hein. Tandis que le débutant Dan McGrath, qui joue le fils, n'apporte rien de neuf au personnage type de l'ado mal dans sa peau, et quand même, je trouve un peu trop à son personnage pour un film qui, lui, cherche à nous surprendre, à ménager une forme de suspense. C'est vrai. Bah, The Son, bon, c'est un film qui va être difficile pour moi à défendre, hein. Je te le cache pas, Morgane. Le précédent que tu avais mentionné, The Father, je l'avais déjà dit, m'avait emballé à la fois pour le dispositif, la justesse de ses acteurs. Anthony Hopkins, j'en parle à ta suite, était très bien. Et ici, on le retrouve pas longtemps, mais il est sympathique, on va dire. Là, comme pour The Father, j'accroche toujours au sujet, c'est-à-dire, voilà, c'est un film qui parle de dépression, très bien. Moi, j'aime bien, de toute façon, ce dont choisit de parler Florian Zeller à chaque fois. J'aime bien parce que c'est du vécu, j'aime bien quand des artistes, en fait, ils racontent pas d'histoire et ils tentent avec leurs mots de parler de leur propre vécu. Donc, après la vieillesse du père dans The Father, on a la dépression du fils dans The Son. Concernant ce sujet, en dehors de tout ce qui peut faire cinéma dans le film, bon, bah, je trouve que The Son, il se trompe pas dans son traitement. Pour moi, il n'y a rien de forcé, de gênant ou d'inapproprié. Et ça fait quand même un sacré quelque chose. Enfin, si on a connu quelqu'un de dépressif ou qu'on l'a été soi-même dans des proportions, on va dire, assez sévères, je peux que recommander d'être vigilant avec The Son. Enfin, tu vas rire, Morgane, ça fait un peu trigger warning, je sais. Mais je trouve que le film n'est pas évident à regarder à cause de ça. Et on voit très bien à quel point le dépressif s'enferme dans sa solitude parce qu'il ne peut pas mettre de mots dessus. C'est une affaire qui mélange beaucoup de choses, des émotions, une sensation de désespoir constant. Il y a quelques lueurs dans un océan d'idées noires. Mais je le redis, le film secoue un peu. Ouais, disons, Julie, que le film n'est pas dans une représentation typique hollywoodienne de la dépression. Oui, il l'enjolive pas, ça c'est certain. Voilà, c'est ça. Et puis, il n'y a pas les scories habituelles du traitement de la dépression. C'est montré de manière sincère, quoi. On ne va pas reprocher à Florence Zeller de le faire de manière sincère. C'est même plutôt aride, hein. Le film, il ne triche pas, il n'en fait pas des caisses avec le personnage de Nicolas. C'est juste que son film n'est pas très intéressant, en fait. Je trouve que son cinéma est ennuyeux, enfermé dans un dispositif un peu à la manière de Serebrennikov, comme on en parlait dans l'épisode d'avant. On va finir par parler d'ailleurs du syndrome de metteur en scène pour ces cinéastes. Oui, tu veux dire que ce sont des gens qui viennent du théâtre et qui au final restent trop collés au théâtre. Ouais, et puis ça apporte pas forcément une plus-value par rapport à ce qui fait cinéma dans leur film, en fait. Le problème aussi de Zeller, c'est qu'il fait le choix de la facilité, je trouve. Après avoir fait son entrée à Hollywood avec une adaptation de sa propre pièce, il nous refait le coup. C'est d'autant plus dommage que The Son fait pire que The Father. Il ressemble encore plus à du théâtre filmé. Et je parle même pas des mauvais flashbacks, encore ce qu'il essaie de faire illusion. Je sais pas si tu te souviens, un peu gênant. Oui. J'attends Zeller au tournant, j'attends de voir ce qu'il peut faire avec un scénario original ou du moins qui n'est pas tiré d'une de ses pièces. Pour l'instant, son cinéma ne m'intéresse pas et je trouve qu'il y a quelque chose de mort et de figé dedans. Pour le coup, Morgane, t'as mis le doigt sur ce qui m'a posé problème en particulier dans ce film. Moi, j'ai pas autant détesté The Son que toi, mais je vais pas dire que c'est réussi quand même. Ces flashbacks, ils sont pénibles. J'ajouterais aussi la musique qui est trop appuyée, trop larmoyante, enfin ça passe pas. Je vais dire un truc un peu gratuit, mais moi je crois que Florian Zeller, voilà, là c'est le second film que je vois de lui, je pense que c'est un homme un peu superstitieux qui est pétri de croyances. Je trouvais que ça se voyait plus dans The Father que dans The Son. Là, à quelques endroits, même, j'ai quand même perçu ça, à un endroit d'ailleurs, pour être très précise. Il y a un moment, il y a une scène dans The Son, il y a Nicolas, donc le fils, qui fixe la caméra, et on a l'impression que son père, comme sa mère, qui sont à distance dans des actions qui n'ont rien à voir, qui croient percevoir quelque chose, comme si ils avaient une sensation, quelque chose d'un peu étrange. C'est pas forcément bien amené ou c'est pas forcément adroit en termes de cinéma, mais à cet instant-là, je crois que Zeller, encore une fois, il est sincère dans ce qu'il montre. Il veut nous dire que parfois on sent qu'il y a des choses qui s'expliquent pas et il a essayé de mettre ça en scène dans une séquence un peu moins réussie. Il fait pareil à la fin du film quand il nous fait croire que Nicolas, il a miraculeusement échappé à sa seconde tentative de suicide, alors que c'est pas le cas puisqu'il s'agit d'un moment qui est purement imaginé par son père, pardon du spoil.
Zeller, à mon avis, il repousse tout ça chez lui, tout ce côté un peu fantastique, voire mystique. Il le distille dans ses films, mais je trouve qu'il va pas jusqu'au bout. Et je serais très curieuse de le voir faire un jour un projet pour le cinéma où il embrasse complètement cette tendance qu'il a, ce qui est comme un trait de caractère. Je suis sûre qu'il en sortirait quelque chose de bien. Ouais, il va pas jusqu'au bout, ou alors plutôt il est vachement grossi en fait dans la manière dont il filme ça. Genre le truc du mon fils est pas mort et en fait s'il est mort et c'est le père qui est halluciné. Enfin, c'est vraiment le truc basique du cinéma. Ah bah, je vais pas dire que c'est inventif non plus, mais je pense qu'ils peuvent faire mieux et plus touffu, plus complexe à ce niveau. J'aimerais le voir faire. En fait, je serais curieuse de le voir faire un film avec que ça. En fait, libéré de tout ce qui est théâtral, Voilà. peut-être que ce serait intéressant. Voilà. C'est ça que je veux dire. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas, on va en parler dans The Whale, mais à justement créer de l'étrangeté vraiment prégnante, vraiment réussie. Alors non, il n'y en a pas, effectivement. Dans son dispositif théâtral, même s'il essaie, hein, parce qu'au final, son film, il y a quand même un suspense, tu vois. Il y a un truc, tu sens qu'il y a un truc qui va pas et que finalement ça a pété, c'est ce qui se passe, mais je sais pas, ça prend pas assez. Bah, il essaie de ménager, on va dire, tout l'aspect dramatique de The Son, de la mener vers quelque chose, de le complexifier, mais c'est vrai que ça reste un peu programmatique, on va pas se le cacher. Complètement. Moi, j'ai quelques doutes sur les talents de cinéaste de Zeller, vous l'aurez compris. Pas sur ce qu'il a à dire, bien sûr. Je te rejoins sur le fait que, oui, il y a une certaine sincérité, quelque chose d'assez neuf aussi dans son regard sur les problématiques. Et puis, de manière générale, pardon Morgane, mais je pense qu'il a des trucs à dire. Il le fait pas forcément bien, hein, mais je pense encore une fois qu'il a des choses à dire au sens où il a des choses à raconter. Oui, tout à fait. Je trouve juste que tout ce qui fait partie du langage cinématographique dans son cinéma n'est pas très intéressant. Les flashbacks, on en a parlé, ils sont très mièvres. Le montage, il est paresseux, les mouvements de caméra, parfois ridicules. Je pense notamment à la scène où le père et le fils se mettent à danser, au rare moment de bonheur du film d'ailleurs, mais très bref, parce qu'en fait, la nouvelle compagne du film, donc Beth, vient se joindre à eux, l'image, elle devient ralentie, et d'un coup... Ça va très mal vieillir, cette séquence. Ah ouais. Et d'un coup, t'as une musique larmoyante qui se superpose, donc à la musique diégétique, hein, la musique dans le film sur laquelle il danse, et là, la caméra glisse doucement vers la gauche, le fils est de côté, isolé, on voit son visage, et en fait le cadre fait qu'à gauche il y a la tête du fils et à droite il y a le père et la belle-mère qui sont toujours en train de danser, et on le voit comme absent, et en fait oui, ça fait un peu tu sais, je pense à un clip musical, mais même une pub de prévention contre les... Tu peux pas dire ça. Si, complètement. Genre en mode la dépression, oui, ça du genre, existe aussi. Appelez le 911 pour aider quelqu'un dépressif. C'est horrible, mais c'est vrai. À la fin du film, il y a un message tout à la... qui est bien, le message. Hein. À la fin du film, pour dire, oui, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes, ou la deuxième, je crois, entre les 17 et 25 ans. Enfin, voilà. Non, c'est très bien, mais du coup, cette passage-là, ça pourrait isoler, ça pourrait vraiment faire ça. Non, mais c'est vrai que ça rappelle les publicités pour la prévention routière et tout, quand on y va par là. Enfin, c'est dramatique. Non, mais complètement. Et je voulais terminer sur le personnage de la mère, on n'en a pas trop parlé, joué par Laura Dern, actrice que j'adore par ailleurs, et pour le coup, qui n'est pas mauvaise du tout dans le film. Je sais que certains critiques ont dit que son traitement dans le film était misogyne. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue, mais il est vrai que je suis assez perplexe vis-à-vis du fait que elle est complètement évincée de l'épilogue qui se concentre uniquement sur la douleur du père. Je trouve ça, en fait, maladroit. C'est vrai. C'est dommage pour elle, pour Laura Dern, oui, que je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en voyant le résultat, moi, je me suis demandé si c'était pas non plus un souci avec le montage. J'en sais rien, mais je suppose qu'ils ont peut-être tourné énormément de scènes avec Laura Dern. Le résultat, si ça se trouve, il n'a pas convaincu Florent Zeller. Et peut-être qu'il a largement ratiboisé pour le résultat final. Après, il faudrait voir aussi la pièce de théâtre ou alors le texte. Ou alors le cut director. Je pense que ça fait partie du texte et qu'en fait, ce qui intéresse Zeller, c'est vraiment le rapport filial du père et du fils. Voilà, et le grand-père aussi, parce qu'en fait, on se rend compte que ça se passe pas bien avec son père et qu'en fait, le personnage de Hugh Jackman avec son père, ça s'est pas bien passé, et en fait, ça explique aussi pourquoi il a un mauvais rapport avec son fils, parce qu'en fait, il est pas un bon père lui non plus. Voilà, mais du coup, en fait, le problème, c'est que la mère, elle devient vraiment un personnage satellite. Oui, c'est un peu un accessoire. Ouais. Ça donne quelque chose de bancal, parce que là, Laura Dern, quelque part, elle en est réduite à un individu qui a juste peur et qui regrette son ancien mari.
et pas comme un individu qui peut penser en soi, dans le sens où le personnage du père incarné par Hugh Jackman, tout mauvais que soit Hugh Jackman dans le film, et je l'ai trouvé particulièrement mauvais par rapport à Laura Dern, lui a droit à beaucoup plus de complexité psychologique, tandis qu'elle, pas du tout. C'est peut-être ça qui a fait dire à certains que ce film était misogyne. Et en plus, oui, le père, on le voit dans son cadre de travail, il a réussi, etc. La mère, en fait, on suppose, parce je crois qu'elle a un cabinet, on ne sait pas ce qu'elle fait. Oui, alors il y a 3 minutes où elle fait vite fait du dessin, et là encore, je suis désolée, mais on dirait une publicité, du genre, regardez, une femme, elle peut être active, entreprenante, et on dirait un truc pour nous vendre un produit, c'est horrible, c'est pas bien filmé. On continue sur le mélodrame avec Empire of Light de Sam Mendes, et de toute façon, le mélodrame sera la thématique de cet épisode. On ne l'a pas fait exprès. Dernier film au cinéma du réalisateur britannique et pas américain, j'ai vérifié avant, je croyais qu'il était américain. Non, il est bien anglais. Sam Mendes, Empire of Light, joue la carte de l'intimisme après le film de guerre à gros budget qui était 1917. Nominé aux Oscars dans une seule catégorie, celle de la plus belle photographie, le film qui compte Olivia Colman, pour lequel le rôle principal a été spécialement écrit, j'ai lu. Ah, je savais pas, et ça fait sens. Oui, Colin Firth ou encore Toby Jones au casting bénéficient aussi de grands noms à la musique, avec le non moins fameux Train 13 Nord et Atticus Ross. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le film, Morgan ? Alors, en Angleterre, 1980, Hilary travaille dans un cinéma, un lieu tout indiqué qui lui permet d'être en contact avec des gens et de rompre sa solitude. Cette femme d'âge mûr est chargée d'apprendre les rudiments du métier à Stephen, un jeune homme noir, charismatique. C'est, comme je le disais, un film un peu plus intimiste que Sam Mendes nous propose là, sûrement un de ceux de lui qui marchera le moins en salle. Bon, après, voilà, sans crier non plus au chef-d'œuvre, moi j'ai bien aimé Empire of Light. J'ai aimé ses couleurs, avec son Angleterre côtière et venteuse. Et j'ai aussi lu qu'il avait tourné dans une ville, je sais plus le nom, mais où le peintre Turner a fait pas mal de tableaux. Et c'est une ville où il n'a pas l'air de se passer grand-chose non plus. Et le grand cinéma dans Empire of Light qui est déserté, c'est un peu, quelque part, la métaphore de ça. J'ai bien aimé ses personnages, j'ai bien aimé son côté mélo. Pas la musique que j'ai trouvée affreuse. J'ai l'impression de faire que dire que les musiques sont affreuses ces derniers temps, mais enfin, arrêtez quoi, les violons, les pianos, ça prend la tête. Ouais, c'est vrai que spécialement cet épisode, les musiques sont pas terribles. À part, The Whale, ça va, mais c'est pas le point positif, et puis ils en mettent plein, quoi. C'est ça, c'est toujours surchargé. Du coup, j'ai aussi aimé les acteurs. Enfin, voilà, je fais un peu ma liste de courses, là. Mais j'ai été surprise par Empire of Light parce que je croyais que ce serait un film qui me parlerait encore du cinéma en déperdition, parce que plus personne ne va en salle, et mon Dieu, c'est dramatique. Et au lieu de ça, le film, il se focalise pas mal sur les histoires individuelles de ces personnages, en faisant et en défaisant les liens entre eux. Enfin, moi, j'ai marché avec. Ouais, Julie, c'était effectivement la bonne surprise du film. Finalement, la lettre d'amour au cinéma n'a pas eu lieu. Ouais, n'est qu'une toile de fond, on va dire. Elle a lieu, mais c'est une toile de fond. Donc attention, ça ne veut pas dire que Sam Mendes évite le sujet. Il y a quand même des scènes qui sont comme des petits mausolées dédiés au cinéma. La plus significative, c'est évidemment la séquence où Hilary se rend au cinéma après que Stephen se soit fait agresser par des skinheads pour purger ses émotions, pour aller mieux. Surtout qu'on lui dit, elle travaille au cinéma, on lui dit mais tu vas voir les films ? Bah non, j'ai pas le temps, en plus c'est mon boulot. Et en fait voilà, elle va enfin au cinéma pour être guérie. La scène elle est assez immonde, c'est un chant contre chant entre l'écran et elle. Donc à l'écran il y a le film Bienvenue Mr. Chance de Al Ashby qui est pas un film incroyable d'ailleurs. Elle est quand même, pardon Morgane, un peu mieux réussie que la scène de cinéma larmoyante à la fin de Babylone, qui alors là c'était le summum de l'exaspération. Ouais, on va dire que c'est le niveau un peu mieux. Un cran au-dessus. Et donc voilà, elle regarde Bienvenue Mr. Chance, et en gros plan on voit Hilary qui sourit et émue et jusqu'aux larmes. Comme toi Julie, j'ai été beaucoup plus touché par la relation plutôt inédite entre Hilary et Stephen, qui est inédite au sens où ce sont des corps qu'on a rarement vu rapprochés en fait, voire accouplés au cinéma.
C'est vrai que quand je repense à Hilary, incarnée par Olivia Colman, qui va au cinéma et qui verse sa larme, en fait, dans ces scènes d'acteurs qui vont au cinéma et qui sont filmés frontalement, Morgane, moi, il y a une chose que je n'aime pas, c'est que je ne peux pas m'empêcher d'y voir un clin d'œil adressé à une certaine catégorie de spectateurs qui, se pensent au cinéma comme des espèces de performeurs qui vont pleurer haut devant l'écran, et en leur renvoyant ça, on leur dit oui, c'est bien ce que vous faites, bravo, félicitations. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui me dérange. Alors que tu vois, chez Spielberg, c'est intégré légitimement dans le scénario. Il y a un vrai. Enfin, c'est une vraie idée, c'est pas juste un symbole, tu vois. C'est pas une scène symbole. Dans le film, l'enfant va avoir un film, c'est son premier film qu'il va voir au cinéma et ça va avoir un impact sur lui. C'est pas juste. C'est pas le fameux pour flatter le iconic spectateur. moment, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, pour cette séquence-là où Olivia Colman est au cinéma, Morgane, pour moi, tu as cité le pire du film. Même si ça me semble normal, vu l'époque, le lieu et le cadre, après que Sam Mendes, il parle à un moment donné des skinheads et de la peur ressentie. Quand on est noir dans une ville anglaise de province où les autorités échouent à protéger les plus malmenés, enfin cette séquence qui est juste avant, c'est pas forcément la mieux faite, mais je trouve quand même bien qu'elle existe. Hilary, donc incarné par Olivia Colman, et Stephen par Michael, je suis pas certaine de bien le prononcer, Ward, ainsi que les employés du cinéma où il se trouve, hormis le directeur incarné par Colin Firth. Tout ce petit monde-là, pour moi, ce sont vraiment la lumière de ce film. Je les ai tous trouvés attachants de par leur présence au monde. Sam Mendes, il a essayé de faire quelque chose de sensiblement différent de ce qu'on voit d'habitude, en termes d'écriture de personnages, j'entends. Alors certes, ça reste du mélo, mais c'est un peu plus que ça quand même. Ça m'a beaucoup plu, par exemple, de voir une femme dans la cinquantaine croire qu'il n'y a plus rien de beau qui lui arrivera dans sa vie, et de se rendre compte que c'est pas parce que la société lui a dit qu'à cause de son âge et de ses problèmes, je vais pas tourner autour du pot, on découvre dans le film qu'elle est atteinte de schizophrénie. Enfin bref, on pourrait croire que toutes les portes lui sont fermées, et dans le film, c'est pas le cas. Il prend le contre-pied de cette idée comme si on était un jour périmé, qu'on pouvait plus rien faire, et puis c'est tout. Et en fait, non. Plus que tout le laïus, on va dire, autour du cinéma, pour moi, c'est vraiment ça qui est fort dans Empire of Light, c'est que les choses, elles se passent jamais comme prévu, y compris pour ceux qu'on prend en pitié comme s'ils valaient plus rien. Ouais, t'as raison. C'est vrai que c'est une belle idée, en fait, du film qu'il transporte. Oui, il y a un effort à ce niveau. Voilà. Mais le film, moi, s'il est pavé de bonnes intentions, je le trouve un peu piégé dans sa préciosité. Il y a quelques passages, certes moins lits, notamment la première fois qu'on voit Hilary masturber son patron, qui est interprété par Colin Firth, dans son bureau. Alors là, c'est sordide. Je me rappelle très bien, Morgane, quand on est sorti du film, je t'ai dit mais cette scène, c'est un peu la version méchante de Bridget Jones. Oui, oui, c'est vrai. Parce que dans Bridget Jones, c'est son patron, non? Je sais plus, en fait. Je me souviens plus du film. Alors, moi, je me rappelle juste que Colin Firth, c'était le potentiel pas gentil qui, en fait, est gentil dans Bridget Jones. Et là, c'est le patron qui est un mufle fini. Ouais, et la scène, elle fonctionne dans Empire of Light, d'autant plus que tu as le montage en fait qui fonctionne. Enfin, il y a une réunion d'équipe et du coup il dit Hilary, tu viens dans ma, enfin vous, parce qu'il la vous voit évidemment avant de la tutoyer dans le bureau, mais devant tout le monde il la vous voit. Vous venez me voir à un instant et en fait là cut et après on le voit, il est en train de se faire masturber quoi. Et d'ailleurs au passage, Morgane, cette scène est sordide à plusieurs égards parce que il y a Enfin, c'est pas seulement un patron qui profite de son employé, c'est aussi un patron qui profite des services sociaux anglais. Ah oui. Parce que, en fait, comme elle est schizophrène, on va dire, c'est pas évident pour les personnes qui ont des pathologies mentales de trouver un emploi de façon générale. Et il sait pertinemment ce qu'il fait, c'est-à-dire il profite de quelqu'un en espérant obtenir son silence pour des faveurs sexuelles. Ça, il y a deux méchants dans le film, c'est lui et les skinheads, quoi. Enfin, qu'on voit voilà. Dans le film. Mais en dehors de cette scène et de quelques autres, je trouve le film un peu trop gentillé. La photo de Roger Deakins, elle est très belle au demeurant, mais elle donne un côté un peu suranné au film, comme englué dans du formol. Il y a un truc un peu jaunâtre, tu vois. Oui, c'est... alors...
C'est pas du Jeunet, hein, mais du Jean-Pierre Jeunet, mais c'est... Non, c'est en fait c'est une photo très Kodak années 70, donc je comprends pourquoi. Non, mais c'est vrai, c'est très portrait, donc je comprends pourquoi tu dis que c'est assez suranné. Mais cependant, tu dis ça, mais il faut savoir que c'est le genre de couleur qui est complètement à la mode aujourd'hui. Je dis pas que c'est bien, c'est mal, je dis juste que c'est tendance, quoi. Je dis pas que la photo c'est mal ou je sais pas quoi, mais ce que je veux dire, c'est que dans le côté, justement, tout le côté un peu vieillot du film, je trouve que ça apporte un peu plus de lourdeur, quoi, voilà. Donc malgré la modernité de son propos, je trouve que Empire of Light, c'est un film en fait de mort-vivant. Il y a un côté un peu sordide et repoussant dans cette chronique nostalgique d'une ville côtière du Royaume-Uni dans les années 80. Sans nous dire concrètement que c'était mieux avant, car Mendes, il n'y croit pas tout à fait au vu des événements du film. Effectivement, il y a les skinheads qui se baladent dans la ville, qui tabassent des noirs. Enfin, c'est pas... Oui, enfin, c'est pas un film passéiste non plus. Mais Empire of Light, ça reste une grosse guimauve sentimentaliste et vintage, sans aspérité et pire ni mystère. C'est plus un musée qu'un film, en fait, qui n'est même pas transcendé par son mélo. Je pense notamment à l'utilisation qu'il fait du deuxième cinéma caché et abandonné, en fait, au-dessus de l'Empire. Parce qu'en fait, c'était un plus grand cinéma et en fait, il y a 2 halls d'accès. D'ailleurs, c'est assez marrant comme système. Il y a le cinéma... Pardon, vas-y. Oui, non, juste, j'allais dire, de ce que j'en ai lu, apparemment, c'est un décor monté de toutes pièces. Je crois qu'ils avaient la façade. Et ce cinéma caché dans le cinéma, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont mis en place pour du décor. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas en tant que tel dans notre monde réel actuel. C'est fabriqué de toutes pièces, quoi. Alors peut-être que ça existait avant et qu'ils sont basés sur ça, oui, c'est ça. Non, c'est même pas. Ils l'ont fabriqué de toutes pièces. Oui, non, mais le principe d'un cinéma, tu vois, et tu montes un escalier et t'as un nouvel hall d'accès. Je sais pas, peut-être que ça existait avant dans d'autres cinémas, c'est ça que je veux dire. Ah oui, mais le cinéma en lui-même n'existe pas, oui, c'est un décor qu'ils ont créé. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Et du coup, ce deuxième cinéma caché, abandonné, où travaille au-dessus de celui où travaillent les personnages du film. Il est symptomatique dans son utilisation de la dimension muséale du film. Le spectateur le visite en même temps que Stéphane à son arrivée. Hilary lui présente, elle lui dit « Ah, tu n'es jamais venu », du coup elle lui présente, etc. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Et en fait, après, il ne servira que de décor au moment intime entre Hilary et lui. La promesse d'émerveillement est presque fantastique, en fait. Il y a un truc un peu maison hantée, enfin, tu vois ce que je veux dire, de ce lieu. Il est rapidement évacué par le film. Par rapport au film muséal, je te rejoins un peu, même si je ne suis pas aussi sévère que toi, parce que je trouve que le film, encore une fois, dans son discours vis-à-vis des minorités, il essaie vraiment de faire un effort. Après, à ce niveau, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que je pense que quelque part, ce décor créé de toutes pièces par Sam Mendes et ses équipes a un peu avalé le projet. C'est-à-dire que comment dire, je veux pas dire qu'en termes d'espace concret, il est surdimensionné, mais je pense que c'est son image dans l'esprit du réalisateur qui est surdimensionnée. C'est pas forcément clair ce que je veux dire, mais concrètement, je pense qu'il s'est laissé envahir par ce cinéma qu'il a créé de toutes pièces, qu'il en était extrêmement fier, et je le comprends, c'est une belle image en soi, mais du coup, comme il a été fasciné par l'image de ce qu'il avait créé, il n'en a pas fait quelque chose de suffisamment fort. C'est un sacré espace, mais c'est pas un espace qui est exploité autrement que pour des scènes intimistes qui sont belles hein, pour oui, certaines. Mais qui aurait pu se passer dans un... n'importe où, en fait. Dans un vrai sous-sol, en fait. Oui, voilà, il n'y avait pas forcément besoin de ce décor-là pour faire ça, parce que du coup, ce décor en soi... qui est très beau, ne sert à rien d'autre. Je pense que ça l'a freiné. C'est un décor qui engloutit ses personnages et ça fait que de façon générale, Empire of Light, il est un peu coincé entre son volet intimiste, donc les relations entre ses personnages, et sans dire que le film est passéiste, ce côté, le cinéma, avant on n'y allait plus et désormais on y va moins. Il y a effectivement le côté musée qui ressort. D'ailleurs, quand on voit les retours critiques, la plupart, ils ont fait quoi? Ils se sont concentrés sur le second volet, façon d'être d'amour au cinéma, parce que par rapport à ce qu'on voit à l'heure actuelle comme film, en fait, c'est le plus évident pour parler d'Empire of Light, d'aborder ce sujet-là du cinéma qui
par le passé marché et qui aujourd'hui marche plus, c'est un leitmotiv. Oui, bah oui, ça s'ajoute au nombre de films américains sur ce sujet-là, oui. Alors que, encore une fois, moi je trouve que ce qu'il dit de ses personnages et ce qu'il en fait en tant qu'individu est ce qu'il y a de plus intéressant dans le film. Après, voilà, comme il est penché le film à cheval entre les deux, c'est-à-dire le volet intimiste et le volet regarder comment on fait le cinéma du projectionniste à... C'est vrai qu'il y a ça, ouais. Oui, bon, c'est Qui n'est pas forcément une mauvaise scène en soi, mais après, ce qu'il en fait, après, c'est pas très intéressant. Bien sûr, non, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté dans Empire of Light où on a l'impression d'être dans un musée du cinéma. Oh, regardez projectionniste. C'est ça. Oh, regardez les films qu'on passait. Regardez comment étaient organisées les salles, les guichets avant avec les bonbons. Vraiment, pour moi, c'est pas la partie la plus heureuse du film. C'est marrant parce que du coup, on va montrer le métier du projectionniste, comment ça fonctionne, le miracle de la lumière. Mais le film n'a pas de mystère, n'a pas ce truc un peu de plus qu'on peut avoir chez The Fabelmans, tu vois. Oui, non, mais il a pas une identité suffisamment forte, encore une fois, quand bien même il est plein de bonnes intentions. Mais comme on dit, de toute façon, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Très bonne phrase de fin. On passe au dernier mélodrame traité pour cette quinzaine, le fameux The Whale de Darren Aronofsky. The Whale marque le retour de Darren Aronofsky à la réalisation, ancienne gloire du cinéma américain indépendant des années 2000, 6 ans après Mother. Mother, Son, The Father, on n'est pas dans un truc un peu... Oui, on est un peu trop dans la famille. Un film qui marque un autre retour, peut-être plus important, celui de Brendan Fraser, après une longue dépression suite à l'agression sexuelle qu'il a subie de la part de Philip Burke, ancien dirigeant de la Foreign Press Association. Philip Burke, qui porte très bien son nom. Tout à fait, oui. L'acteur devrait selon toute vraisemblance repartir ce soir avec l'Oscar du meilleur acteur. On espère. Peux-tu nous résumer le film, Julie ? Oui, alors, donc Brendan Fraser joue Charlie, qui est dans une situation critique concernant sa santé. Il refuse d'aller à l'hôpital, il lui reste plus qu'une semaine à vivre. Il va voir défiler pendant cette semaine pas mal de personnes dans son appartement, donc jusqu'à la fameuse date fatidique. Entre autres, la sœur de son amour décédé, son ex-femme, sa fille adolescente, mais aussi un prêcheur. Oui, on va évacuer rapidement la question. Non, Darren Aronofsky ne s'est pas calmé sur le pathos. Et oui, son cinéma pèse toujours des tonnes, sans mauvais jeu de mots. C'est tout sauf un cinéaste subtil, et The Whale ne change absolument pas la donne. Toutefois, l'absence de subtilité n'est pas forcément un défaut. Hein. Il y a des cinéastes baroques ou grandiloquents qui en ont fait une force. Oui, comme on dit, c'est l'art et la manière. On peut être subtil ou pas, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait, comment on le fait, etc. Voilà, etc. je pense à De Palma ou Verhoeven, ne sont pas des cinéastes subtils, et pourtant, il y a une puissance dans leur cinéma. Alors que chez Aronofsky, souvent, quand on dit que c'est lourd, c'est que c'est un cinéma doloriste. Ces films ressemblent à des chemins de croix. Ça a donné la plupart du temps dans sa carrière des films difficiles à s'enfiler ou à revoir. Certains ont très mal vieilli, notamment. Ou à voir, pardon Morgane, mais je dirais même ou à voir tout court. Hein. Oui, quand je disais s'enfiler, c'est aller regarder, quoi. Oui. Certains ont très mal vieilli, notamment parce qu'ils ont une esthétique datée. C'est le cas de Requiem for a Dream et The Fountain, le pire. Quelle horreur. Dans deux styles différents, ou Black Swan, qui, n'est pas non plus le film le plus agréable à revoir. Le seul que je sauve réellement, c'est The Wrestler, le seul où Aronofsky paraît sincère, n'empile pas des montagnes de signes, de références, d'esbroufs, dans un style presque effacé. La force de The Wrestler, c'est surtout de mêler fiction et réel, parce que pour rappel, c'est l'histoire d'un catcheur has-been sur le retour, et comme son acteur Mickey Rourke, qui avait disparu des écrans. Dans The Whale, donc, je retrouve un peu ce même trouble dans son sujet, qui semble se mêler à la vie de son acteur, Brendan Fraser, qui est longtemps resté dans l'ombre, justement, confiné dans sa dépression, et qui s'est lui aussi mis à grossir, lui qui était l'ancien Golden Boy du film d'aventure hollywoodien, avec son six-pack et ses muscles. Oui, on se rappelle tous de Georges dans la jungle qu'on a vu enfant, c'était notre époque, les années 90. Où il apparaît torse nu, huilé, tout musclé. C'est ça. Mais donc pour parler de Brendan Fraser, ce choix semble s'être imposé naturellement à Darren Aronofsky. Et quand on voit la performance de l'acteur dans le film, moi je comprends d'autant plus pourquoi il l'a pris. Il est d'une sincérité et d'une profondeur. J'ai vraiment été touchée. Je vais pas le cacher, moi je croyais que j'allais détester The Whale. J'aime pas ce que fait Aronofsky, j'aime pas son cinéma.
Le seul que j'ai pas vu de lui, c'est The Wrestler, justement. Et là, The Whale, franchement, j'ai failli pleurer. C'était pas que une poussière dans l'œil. Non, mais tu rigoles, Morgane, mais j'ai été émue. Ça a été très dur. C'est-à-dire, je me suis retenue en coup en me disant, non, tu vas pas pleurer. C'est très rare qu'une chose pareille m'arrive au cinéma. Ça me semblait assez notable pour le mentionner. Enfin, je l'ai dit au début de cet épisode, mais j'espère de tout cœur qu'il aura l'Oscar, Brendan Fraser. Je trouve qu'il le mérite plus que les autres dans la catégorie meilleur acteur pour un film. Et de toute façon, c'est une remarque qui risque de très mal vieillir parce que s'il l'a pas, tant pis pour moi, quoi. D'autant plus que Fraser a un rival de poing, la personne d'Austin Butler qui jouait Elvis donc dans le biopic de Baz Luhrmann. Apparemment, selon les pronostics, c'est un des favoris avec Fraser. Donc pour revenir à l'interprétation du film, je la trouve globalement excellente. En dehors de Fraser, il y a tous les acteurs qui sont plutôt émouvants. Que ce soit Sadie Sink, qui découverte dans Stranger Things, et qui joue sa fille dans le film, ou Hong Cho, qui joue son infirmière et meilleure amie, et qui est d'ailleurs nommé aussi aux Oscars au meilleur second rôle, mais qui ne l'aura pas, je pense pas, vu la concurrence. Je pense pas non plus. Aronofsky reste un très bon directeur d'acteurs. Ce n'est pas surprenant que la plupart des prix qu'il ait reçus, d'ailleurs pour ses films, c'est des prix d'interprétation, en dehors du Lion d'Or qu'il a reçu à Venise pour The Wrestler. Hasard du calendrier, pour cet épisode, on a vu 2 films adaptés d'une pièce de théâtre. Donc il y avait The Son et The Whale. Et The Whale, c'est plutôt l'opposé de The Son en matière de mise en scène. Ici, Aronofsky dépasse le théâtre filmé. On est dans un film qui tire pleinement profit de son côté huis clos pour lui conférer une dimension anxiogène. Alors que justement, The Whale, c'est un film qui est dans un appartement. Donc c'est très théâtral comme dispositif en soi, mais il s'en sort mieux. C'est le même dispositif que The Son en fait. Oui. Mais j'ai préféré la part de The Whale. Je sais qu'on parle beaucoup d'écho dans cet épisode, mais malgré le côté un peu crade de la part dans The Whale, paradoxalement, il est un peu plus vivant, je trouve, que celui qui fait effectivement un part témoin dans The Son. Il y a un truc organique dans l'appartement, en fait, parce que ce que je vais dire, c'est la mise en scène l'explore, et en fait, ça te dit des choses sur son personnage. Oui, pourquoi ? Parce que, en fait, tu dis les termes, Morgane, pardon pour cette formulation, mais c'est que dans The Whale, on a, quand tu parles de quelque chose d'organique, on a l'impression que Charlie vit vraiment dedans. On le sent, on sent son histoire, on sent ses déplacements, on sent le quotidien d'un homme seul dans son appartement. Là où, encore une fois, dans The Son, on ne croit pas au vécu des personnages dans leur propre appartement. C'est ça. On est transporté donc dans le côté sordide de la vie de Charlie qui vit au ralenti en fait en raison de son poids, dont les mouvements sont limités et où tous les recoins en fait on comprend qu'ils sont optimisés. Notamment il y a ce moment où il ouvre un tiroir, il y a des barres chocolatées. Tu sens que tout en fait il a plus ou moins adapté son cadre de vie pour lui faciliter ses mouvements. Alors effectivement, je parlerai plus d'adaptation que d'optimisation parce que à plusieurs reprises il a du mal à atteindre certains objets. Je pense que je pinaille, mais je pense que son lieu d'habitation de vie est adapté au mieux en fonction de ses capacités. Mais il pourrait être, bien évidemment, plus optimisé. Une meilleure situation, oui, c'est sûr. Voilà, et à la différence de Zeller, Aronofsky n'a pas peur de filmer le décor et d'en retirer même un certain mystère. C'est notamment une sous-intrigue dans l'intrigue du film. Je parle de la chambre nuptiale que Charlie a désertée et qu'il a fermée à clé depuis la mort de son amant. On croirait qu'il y a un fantôme dedans. Oui, c'est ça, elle est vraiment... quand il l'ouvre, en fait, on sent qu'apparemment il y a une odeur, il y a une poussière, on le sent pas, l'odeur, évidemment, mais vu la réaction des personnages, on sent qu'il y a quelque chose qui vit là-dedans, en fait. Oui, il y a une histoire. Voilà. Et le cinéaste joue également avec l'extérieur de l'appartement, qu'on aperçoit par moments. On comprend qu'il vit dans une sorte de motel vieillot en bord de route, en tout cas ça y ressemble. Et la pluie tombe en trombe à plusieurs moments, surtout au début. Ça donne un sentiment d'inquiétude à certaines scènes, notamment l'entrée du prêcheur en début de film. Oui, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose. C'est ça. Et de même, lorsqu'il y a de rares rayons de soleil qui pénètrent dans le salon de Charlie, par l'entrebâillement de la porte d'entrée, on a l'impression que c'est littéralement le soleil tout entier qui entre dans la pièce. Et bien sûr, toute cette idée, elle appuie la dimension marine du film. Oui, il y a un côté, l'appartement, la maison, c'est le monde. Et en même temps, c'est logique parce que si on prend le projet du film, The Whale, que l'appartement est le monde de Charlie, c'est-à-dire que Charlie, son environnement se résume à cet appartement, que cet appartement soit éclairé
où, comment dire, que la pluie ait un impact aussi fort dessus, ça semble parfaitement logique et cohérent, encore une fois. Oui, et puis tu vas en parler, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un bateau qui tangue quand il y a la pluie, et enfin, ce genre de choses, quoi. Oui, justement, ça fait partie des aspects du film qui m'ont marqué, particulièrement le son. Enfin, je me doutais que la métaphore entre Charlie et la baleine en tant qu'animal et que symbole surtout, elle allait être très appuyée. Enfin, tu l'as dit, Morgane, c'est le style Aronofsky. Bon, moi, j'avais peur de ça. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas un cinéaste dont j'apprécie le travail. Mais là, à son martèlement constant, je trouve il a ajouté pas mal de complexité. Et le résultat, il est plutôt réussi pour moi. Côté son, donc j'y reviens, on a cette impression lancinante d'être balancé par les mouvements de la mer dans le bateau, comme si on était au bord de l'eau, alors qu'on n'en sait rien du tout, puisqu'on voit à peine l'extérieur, ce qui est, à mon avis, fait exprès. Oui, on voit la route à un moment, mais voilà. Voilà, on voit rien de plus. En plus, ils sont dans l'Idaho. On sait pas où on est, non si, ils le disent, ils sont dans l'Idaho, oui, mais ce qui n'est pas un état maritime à la fin. Bien sûr, non, mais ils ont beau être dans l'Idaho, moi tu m'aurais dit, Morgane, ils sont au beau milieu d'un champ de fleurs ou un cratère sur la Lune, je t'aurais cru parce que j'en sais rien. Enfin, bien sûr. C'est la magie du cinéma. Non, blague à part, le sifflement produit par Charlie à cause de ses problèmes de santé avec son corps, bah pour moi il fait penser évidemment au chant des baleines. L'emphase dans la musique qui accompagne le film, je trouve qu'il s'inscrit dans la tradition du genre pour les mélodrames qui ont un lien avec tout ce qui est maritime, eau. Enfin, voilà, j'ai pensé à des choses comme Titanic. Oui, totalement. Côté visuel, disons, les déplacements compliqués de Charlie, ils sont certes dus à son poids, de ce qu'on en voit à l'image, de ce qui est suggéré à l'image, mais il n'y a pas que ça qui est suggéré. Ce qui est très fortement suggéré, c'est qu'on peut, là encore, très bien les comparer à ceux d'une baleine qui ne serait pas dans son élément naturel, c'est-à-dire l'eau, mais qui serait sur Terre. Une baleine échouée. Voilà, exactement. Enfin, si le film se réfère souvent à Moby Dick, au roman, il y a une autre baleine pour moi qui rentre à jeu, donc qui n'est pas explicitement fait mention, mais qui me semble quand même évidente, vu qu'on y parle souvent de la Bible. Je fais référence au fameux épisode dans la Bible de Jonas qui passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une baleine. Enfin, la Bible, elle parle d'un gros poisson, je sais, mais dans l'imaginaire collectif, c'est une baleine, on va pas se mentir. Et c'est aussi parce qu'on sait que l'être humain, dans un gros poisson, c'est difficile d'en rentrer à l'intérieur, alors qu'une baleine, on s'imagine plus qui rentre dedans, quoi. Oui, bon, et j'ai pas parlé de Pinocchio, parce que là, ça me semblait carrément hors sujet. Ouais, monstro, ouais. Oui. Mais donc, qu'est-ce qu'il fait, Jonas ? En gros, il est dans le ventre d'une baleine 3 jours, 3 nuits, et une fois qu'il en sort, il va remplir sa mission initiale. Je trouve que dans le film, c'est l'effet produit par le personnage de Charlie sur ceux qui viennent lui rendre visite. Ils sont happés par lui, comme s'ils étaient happés dans le ventre de la baleine, et ils repartent en quelque sorte vers, non pas ce qui serait le droit chemin, mais vers, disons, ce qu'ils sont censés faire, à des degrés différents, en fonction de leur personnalité. Je trouve qu'il y a là, encore une fois, quelque chose de complexe, de l'ordre d'un phénomène d'attraction-répulsion qu'exerce Charlie sur eux, et c'est quelque chose que j'ai trouvé passionnant à regarder et à tenter d'analyser. Ouais, vous l'avez compris, Julie est très enthousiaste par rapport au film. Moi, un peu moins. Aronofsky touche parfois au très beau, je suis d'accord, et son côté film de monstre avec Brendan Fraser bardé de prothèses m'a étonnamment plu, alors que j'avais très très peur même. J'ai quand même plus de mal avec les scories habituelles de son cinéma, notamment ce qu'on connaît de lui depuis Requiem for a Dream. The Way, il a quand même un côté très larmoyant, où le réalisateur sort les violons à de nombreuses reprises, pas forcément dans la musique, mais je veux dire même dans l'esprit. Enfin, c'est les scènes où on a Brendan Fraser qui répète plusieurs fois les gens sont merveilleux, les gens sont merveilleux. C'est à la fois touchant et un peu aussi lourd. Oui, là je pense que c'est dû au scénariste, j'en ai oublié son nom, qui est aussi à l'origine de la pièce de théâtre adaptée, parce qu'en fait, quand on sait que c'est un projet The Whale, pas pour Aronofsky bien sûr, mais pour le scénariste qui a écrit la pièce de théâtre, donc autobiographique, je comprends cette écriture-là. Je dis pas qu'elle est à droite, Morgane. Oh, mais sachant que c'est autobiographique, je peux comprendre 2 choses. 1, l'optimisme indécrottable du personnage. Et 2, dans la foulée, le fait que Charlie, donc incarné par Brendan Fraser, s'excuse tout le temps.
Il y a un côté autoflagellation Ouais. qui, pour moi, est logique compte tenu de sa dimension autobiographique. Le côté un peu martyr hein, qu'aime bien Voilà. Aronofsky. Et d'ailleurs, ça empire vers la fin, on va dire, ce côté un peu larmoyant. Et la toute fin, toute fin, elle est ratée à mes yeux. Le réalisateur ne sait pas finir humblement ses films, on le sait. Mis à part peut-être The Wrestler, là on se tape son horrible fondu au blanc qu'il a l'habitude de faire, où il appuie la métaphore biblique du film avec la sanctification de son personnage principal. Au secours. Bon, j'ai adoré The Whale, mais l'honnêteté intellectuelle dont j'essaie de faire preuve m'oblige à dire que ce moment, cette toute fin, ça dure 3 minutes montre en main, c'est totalement raté. Vu les difficultés à se mouvoir de Charlie, moi j'aurais trouvé tout à fait acceptable, sobre, modeste, que Aronofsky, il se contente de lui faire un câlin, une embrassade à sa fille, et que le film s'arrête là-dessus. Mais non, il a fallu qu'il joue encore les kékés avant de faire en sorte que son acteur, il décolle du sol pour s'envoler au ciel. Je trouve que c'est difficile de pas rire devant son moment, et je trouve ça dommage parce que là, pour moi, Aronofsky, il se saborde complètement. On termine notre tour des sorties cinéma pour un autre huis clos avec The Nocebo Effect pour la sortie VOD de la quinzaine de Lorcan Finnegan. Après le remarqué Vivarium qui avait eu un prix à l'Étrange Festival en 2019 et qui avait été projeté en avant-première à Cannes la même année à la Semaine de la Critique, Lorcan Finnegan, attendu au tournant, revient avec un troisième long métrage horrifique, The Nocebo Effect, sorti en VOD et DVD grâce au distributeur The Jokers, qui compte au casting pas moins que Eva Green et Mark Strong. Une histoire un peu unique en son genre qu'on détaillera après ton résumé, Morgan. Oui, alors Nocebo Effect, ça raconte l'histoire d'une créatrice de mode qui souffre d'une mystérieuse maladie, qui déconcerte ses médecins et frustre son mari jusqu'à ce que l'aide arrive sous la forme d'une nounou des Philippines qui utilise la médecine traditionnelle pour révéler une horrible vérité. Et non, ce n'est pas un film anti-vaccin. Non. Vivarium, je ne l'ai pas vu, mais ce que je peux dire de The Nocebo Effect, c'est que le film a pour lui de parler d'un sujet que j'ai jamais vu abordé dans du cinéma sous cet angle. Il se sert d'une actualité passée, à savoir tous ces gens morts dans des usines de fabrique de vêtements dans d'atroces souffrances, qui ont été un peu oubliés depuis, il faut le dire. C'était pour rappel en 2013 le fameux scandale du Rana Plaza au Bangladesh, qui était devenu le symbole de la fast fashion. On avait retrouvé notamment dans les décombres de l'usine des vêtements de la marque Primark. Ici, l'usine incendiée, c'est la même histoire, hein, mais elle a été... Tu viens de me rappeler, c'est vrai que j'avais un peu oublié cette histoire. Bah, tout le monde, Voilà. en vrai, tout le monde. Et puis bon, aujourd'hui, tout le monde achète du Chine parce que voilà, enfin, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, les gens n'ont pas d'argent, ils achètent de la fast fashion, enfin... Il n'y a pas de bonne solution à ce problème. Enfin, moi, j'en ai pas, j'en sais rien. Enfin, tu vois, je ne donne pas de leçon. Il y a une sorte d'observatoire, je crois, un site internet qui recense aussi les marques informatiques, électroniques qui font faire les objets par justement des petites mains, comme on dit. Oui. Ouais, voilà. Mais non, mais tout ça pour dire que c'est pas évident de savoir qui a tort, qui a raison, etc. Mais tout ça pour dire que sur cette actualité qui, à l'époque, avait fait énormément de bruit, je m'en rappelle encore, ici, donc, l'usine incendiée, c'est vraiment la même histoire. Elle a été transférée aux Philippines pour des raisons, je suppose, qui sont liées à la façon dont le film a été produit, puisque les Philippines ont financé le projet. Ouais, je pense que c'est d'être le CNC local, mais qui finance le projet, effectivement. Et donc, oui, Julie, je pense aussi que c'est une manière aussi de détourner de Lorcan Finnegan, de ne pas coller l'étiquette inspirée de faits réels à son film, qui Bien peut sûr. être un peu pesante parfois. Pour moi, le film, c'est une bonne surprise. Hein. Je n'avais pas été fan de son premier... Je crois que c'est son premier, non ? Je suis pas certaine, je crois que c'est le second. Ah d'accord, ce second métrage Vivarium qui a le défaut de pas mal de films d'horreur high concept qui ressemblent à des épisodes de la 4e dimension. Une fois qu'on a passé la première demi-heure et l'installation du concept, on finit par s'ennuyer. Le film devient n'importe quoi, l'histoire n'est plus très intéressante, même en termes d'horrifique, c'est pas la joie. Ici, bien que le sous-texte politique soit original, le film prend une forme plus classique, celle du film d'intrus qui vient chambouler toute une famille et du film de sorcellerie. Il
Il faut dire que Nocebo FX se démarque des canons du genre par le personnage de la nounou philippine prénommée Diana. Bien qu'inquiétante, elle reste pendant longtemps ambiguë parce qu'elle apporte quand même son aide à la famille avant que ses sombres desseins ne soient révélés. Alors oui, on comprend assez vite le motif de sa venue et le twist ne fait pas l'effet d'un choc, en tout cas pas celui escompté. C'est même pas, pardon Morgane, vraiment un twist au final, ou si? J'appelle ça un twist parce que bon, il y a quand même le flashback et en fait on se rend compte que oui, sa fille a été tuée dans l'incendie et elle vient pour se venger, donc il y a un côté un peu en fait c'est pour ça qu'elle est là. Oui. Si bon, nous on avait on le deviné voit et je venir. suppose que d'autres gens Je pense que d'autres gens le verront venir aussi, oui. Mais on s'attache quand même finalement plus à Diana qu'aux autres membres de la famille et surtout les parents qui sont joués par Eva Green et Mark Strong. Vu que tu parles de film d'intrus Morgan, pour moi d'ailleurs, à ce film-là, The Nocebo Effect, il y a 2 références cinématographiques britanniques qui font écho au film. La première, c'est le fameux The Servant de Joseph Losey, avec ce majordome qui ne veut pas beaucoup de bien à son maître sous couvert de le servir, un peu comme dans Nocebo Effect. Et la seconde, que j'ai un peu plus détaillée, qui me semble être une évidence, ce sont les fameux chaussons rouges de Michael Powell et Emmerich Pressburger. J'en parle parce que dans The Nocebo Effect, Eva Green, elle fait de ses talons rouges un élément à part entière de son pouvoir, à la fois par superstition, c'est un personnage qui croit que de bonnes choses peuvent lui arriver parce qu'elle porte ses chaussures rouges magiques, mais aussi comme un élément distinctif de sa personnalité, ce qui là encore renvoie à la superficialité de son personnage pour qui clairement l'habit fait le moine. D'autant plus que c'est un personnage qui travaille à dessiner des collections de vêtements pour des enfants. Oui, tout à fait, c'est symbolique, quoi. C'est ça. Ces chaussons rouges, qui sont donc chez elle des escarpins à talons rouges, c'est aussi le symbole quelque part, je trouve, de ce qu'elle peut s'offrir face aux Philippins à qui elle va rendre visite dans l'usine, qui eux n'en ont pas du tout les moyens. C'est un élément sur lequel insiste beaucoup d'ailleurs Lorcan Finnegan, la caméra les filme énormément. Elle est, Eva Green, indissociable de ses chaussures et j'ai bien aimé cette idée. Concernant Diana sinon, la raison aussi pour laquelle je trouve on s'attache plus à elle malgré son désir de vengeance, c'est que la famille dans laquelle elle s'impose, elle est profondément antipathique. Ouais, complètement, les bourgeois... Oui, dans leur totalité. Finnegan fait pas du tout de mystère sur son programme. Oui, c'est elle, la méchante, Diana, mais en face, c'est comme s'il disait qu'ils l'ont quand même un peu cherché, même leur enfant, à qui elle donnera paradoxalement une chance de s'en sortir, comme si cet enfant n'était pas non plus là pour reproduire les erreurs passées de ses parents. On peut trouver le film manichéen pour ces raisons, et en même temps, encore une fois, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes et superficiels qu'on peut comprendre, sans parler non plus de cautionner, pourquoi en face, il est question de leur rendre la monnaie de leur pièce. Ouais, c'est vrai qu'on peut trouver le film manichéen, Julie, mais je suis content que Lorcan Finnegan ne fasse pas son Robin Sloan en nous martelant tous les êtres humains sont horribles, même les pauvres. Que même cette famille de bourgeois, dans leur superficialité, leur méchanceté, etc., ils tiennent à leur enfant, ils ont quand même des sentiments, ce ne sont pas juste 2 personnages immondes qui se foutent de tout. Oui, tu sens qu'il y a un amour, en tout cas il y en a eu un, en tout cas entre le couple et le fruit de cet amour c'est l'enfant, et voilà, oui, effectivement il y a une forme d'empathie quand même, même si... Voilà, et même si, j'allais dire, vis-à-vis non seulement du monde, mais aussi entre eux, il n'y a pas d'amour. Enfin, je veux dire, ils vivent ensemble, mais ils ont l'air de ne pas trop pouvoir se supporter. C'est prégnant durant tout le film. C'est du passé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, ils restent ensemble pour les apparences, encore une fois, des apparences très bourgeoises. Hein. C'est ça. Et d'ailleurs, on peut rapprocher Nocebo Effect à son filtre, le dernier Osloon. Surtout la dernière partie de la Palme d'Or où il y avait justement un renversement où la dame pipi du yacht de la croisière de luxe du début du film se retrouvait dictatrice des survivants, en fait, de la communauté de survivants du naufrage du bateau, justement. Et voilà, c'était une vraie méchante, en fait.
Et Finnegan fait un peu l'inverse, Finnegan Lorcan, pardon, fait un peu l'inverse de Sloane en restant du côté de son personnage d'opprimé. Côté horreur aussi, le réalisateur affirme plus clairement son style que dans Vivarium. Il y a de vraies scènes qui font flipper, comme la première apparition du chien au personnage de Christine, donc celui joué par Eva Green. C'est une sorte de chien de l'enfer, en fait, presque pourri. Oui, il est aveugle, ce chien, Oui, d'ailleurs. il a les yeux vitreux d'aveugle, ouais. Et en fait, il est recouvert de... Déjà, il apparaît comme une sorte de mauvais présage, parce qu'on va comprendre ensuite qu'elle va recevoir un appel, et plus tard, on comprendra que cet appel, c'est l'appel on l'a informé qu'il y avait eu un incendie dans le truc de l'usine de vêtements où elle faisait faire les vêtements de sa marque. Et en fait, il apparaît, il est couvert de tiques qui vont ensuite se jeter sur Christine. Et justement, je trouve que jouer sur les tiques, qui est finalement pas trop utilisé dans le cinéma d'horreur, et Oui. ça fonctionne parce que c'est vrai qu'il y a une vraie angoisse des tiques, liée à la maladie de Lyme en fait, ou Lyme, je ne sais plus comment on dit. Mais... Bah, moi, j'ai vu le film avec ces tiques sur Eva Green. Je me suis retenue de pas me gratter. Voilà, c'est ça. Puis on sait que la maladie de Lyme, en tout cas, ça crée c'est un vrai fléau, quoi. Il y a des gens qui en souffrent, et qui, notamment Avril Lavigne, qui en souffrent et qui ont du mal à vivre avec. Bon, Avril Lavigne, en l'occurrence, elle a de l'argent, mais il y a des gens qui ont moins d'argent, oui, c'est plus compliqué. Et donc, ouais, il y a le côté un peu dégoûtant des acariens, donc je trouve ça très intéressant dans un film d'horreur. Ça crée un vrai inconfort pendant tout le film, comme tu disais, t'as envie de te gratter. Et j'aime également la toute fin qui vire pour le coup dans l'horreur totale, avec une scène de torture sur une machine à coudre particulièrement réussie. Là encore, c'est plutôt original, Morgan. Voilà. Le film aurait pu être très bon. Hélas, s'il n'y avait pas eu un ventre mou de quasiment 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, qui joue un peu trop en fait sur le faux mystère de la présence de Diana. Comme on dit, on s'en doute pourquoi elle est là. Et en fait, on crée est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est méchante. Enfin, le film, c'est un peu trop ça pendant une demi-heure. Surtout que sur de vrais moments d'effroi, en fait, où on aurait pu croire que ça allait tomber là-dedans. Notamment, il y a une séquence où la première nuit, elle met du sable devant, ou des cendres, je ne sais plus. Oui, c'est des cendres. Et il y a une silhouette comme un fantôme. On suppose que c'est le fantôme de sa fille, en fait. Bah, en fait, je dirais, Morgan, qu'il y a tout un décorum du film d'horreur dans ce film-là, du film de sorcellerie, en fait, de la sous-catégorie film de sorcellerie dans The Nocebo Effect, avec effectivement les cendres de la cheminée, le petit autel dressé à la mémoire de sa fille Adiana, qui a disparu dans l'incendie alors qu'elle s'en est sortie, parce qu'elle n'était pas dans l'usine au moment où... Par hasard, ouais. Voilà, par pur hasard. Au moment où l'incendie s'est déclaré, elle est partie chercher de l'eau, elle est revenue, c'est là qu'il y a eu l'incendie avec sa fille enfermée à l'intérieur. Enfin bref, il y a comme ça plein d'éléments disséminés dans cette grande maison où elle atterrit en Irlande, parce que l'action se passe dans le temps présent en Irlande, de mémoire. Ouais, il me semble que c'est en Irlande, c'est un cinéaste irlandais, donc je crois que c'est vers Dublin. Et bon, bah tout ça, en fait, c'est très gentil, mais à part du décor, c'est pas grand-chose de plus. Non, c'est ça. Donc on s'ennuie un peu, d'autant plus que Lorcan Finnegan ne fait pas grand usage, ne fait pas usage de grandes idées de mise en scène pour nous maintenir éveillés. Contrairement à ce que fait Shyamalan et les autres réalisateurs de la série The Servant, dont je n'ai vu que la première saison, mais qui fonctionne sur le même principe, de l'intrus qui infiltre une maison de bourgeois et qui a une sorte de pouvoir mystique qui va dérégler en fait la famille. Et là, ce qui fonctionne dans la série de Shyamalan, c'est justement la mise en scène, le côté un peu jubilatoire de tourner, de déformer le décor de la maison bourgeoise avec des effets de mise en scène. C'était vraiment passionnant pour le coup. C'est pour ça que j'ai d'autant plus apprécié cette fin de torture complètement gratuite, justement à cause de ce ventre mou. Elle m'a assez secouée. J'étais contente que Lorcan Finnegan aille au bout de son propos, sans chercher non plus à couper les cheveux en quatre. Enfin, le programme de The Nocebo Effect, il est clair, donc autant aller jusqu'au bout. Il va pas faire semblant d'être gentil ou de sauver qui que ce soit s'il en a pas envie. Je trouve que là, à ce niveau, il a réussi quand Sharper, dont on a parlé la fois précédente, échouait avec les gentils qui quand même doivent gagner à la fin parce que ce sont les gentils. Enfin, je veux dire, là, c'est clairement un film façon Loi du Talion, c'est-à-dire Diana s'estime lésée par des Occidentaux qui ont fait n'importe quoi vis-à-vis d'elle et de manière complètement gratuite et sans éthique. Eh bien, elle estime que c'est son droit de se venger avec les pouvoirs en sa disposition. Elle le fait
Et le film, il va jusqu'au bout de cette idée. Je trouve ça très bien. Ouais, c'est aussi parce que c'est de l'horreur et que du coup, Bien sûr. on va plus accepter que les méchants le gagnent à la fin. Ça, c'est vrai qu'il y a un côté un peu... le genre fait que... Voilà, alors qu'effectivement, Sharper, on est dans un truc de braquage et tout, mais c'est les gentils qui gagnent à la fin, ce qui est un peu dommage, mais... C'est ça. On en a terminé pour ce 15e épisode de Arrêt Caméra. Pour la prochaine fois, on parlera côté cinéma du Lion d'Or à Venise qui sort bientôt, Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras, un documentaire. C'est elle qui avait fait aussi le documentaire sur Edward Snowden. Moi, je l'avais vu. Tu l'avais vu, Morgane ? Citizen Four, c'est ça ? Oui. Non, je l'ai pas vu. J'avais adoré, donc j'ai très hâte de voir celui-là. On discutera aussi de notre film que j'attends comme le lait sur le feu, The Eternal Daughter de Joanna Hogg. Et enfin, un bon film mainstream, la suite des aventures de John Wick avec Keanu Reeves dans donc John Wick 4. À Paris notamment. Oui, à Paris. Mais j'ai envie de le voir que pour ça. Je veux voir la scène de baston à la place de l'Étoile. Enfin, je veux voir comment la saga John Wick exploite la capitale française. Voilà, on a quand même hâte de voir celui-là aussi. C'est ça. D'ici là, bonne écoute et à la fois prochaine. Au revoir.